Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Quand on évoque la chute de l'Empire romain, un nom revient presque toujours. Romulus, Augustule, souvent présenté comme le tout dernier empereur romain d'Occident. Pourtant, derrière cet adolescent, placé sur le trône en 475, se trouve une figure bien plus décisive que les films ou séries oublient souvent, à savoir son père, Flavius Oreste, général, homme de cour, ancien collaborateur d'Attila et véritable maître du pouvoir romain pendant quelques mois. Oreste incarne à lui seul les contradictions du 5e siècle romain, un empire encore prestigieux, mais militairement dépendant de chefs et de soldats d'origines diverses, politiquement fragile, miné par des luttes intestines, des luttes d'influence permanente et la corruption. Dans notre aventure, on va retracer le parcours d'Oreste, comment il a pris le pouvoir en Italie, pourquoi il a placé son fils sur le trône plutôt que de se proclamer lui-même empereur, et en quoi sa chute a préparé la fin symbolique de l'Empire romain d'Occident. Les grandes lignes de sa trajectoire, ses liens avec Attila également, son renversement de Julius Nepo, puis sa confrontation avec Odoacre, sont bien attestés dans les chroniques et les sources romaines. Mais alors pourquoi Oreste n'a pas pu sauver l'Empire et pourquoi il ne s'est pas proclamé lui-même? Vous voulez le savoir? Venez avec moi. Pour comprendre le rôle de Flavius Oreste, il faut d'abord rappeler que l'Empire romain d'Occident, au milieu du 5e siècle, n'est plus la grande puissance conquérante d'autrefois. Depuis longtemps, son autorité réelle s'est rétractée. L'Empire romain d'Occident traverse une période de crise profonde. Les invasions barbares, les luttes internes, l'instabilité politique affaiblissent progressivement l'autorité impériale. Les empereurs se succèdent rapidement, souvent manipulés par de puissants officiers ou des généraux d'origine barbare. Les provinces occidentales sont perdues les unes après les autres, tandis que l'Italie demeure le cœur symbolique du pouvoir impérial. L'armée, quant à elle, dépend de plus en plus de contingents fédérés, c'est-à-dire de troupes non romaines engagées au service de l'Empire romain. Cette évolution ne signifie pas nécessairement une disparition immédiate des structures romaines, mais elle modifie profondément l'équilibre du pouvoir. Les empereurs sont souvent faibles, très jeunes ou imposés par des hommes forts de l'armée. Dans ce contexte, la fonction de maître de la milice, le magister militium, devient parfois plus importante que le titre impérial lui-même. L'année 476 n'est donc pas un effondrement soudain sorti de nulle part. Elle s'inscrit dans un long processus de décomposition politique, militaire et territoriale, où l'Empire romain est à l'agonie. Flavius Oreste naît probablement en Pannonie, dans une région située entre la frontière entre le monde romain et les espaces contrôlés ou influencés par des peuples germaniques et l'Empire unique. Il appartient à un milieu déjà romanisé, même si certaines traditions lui prêtent aussi des origines partiellement germaniques. Ce détail est quand même important. Oreste n'est pas un barbare extérieur à Rome, ni un pur aristocrate italien. Il appartient plutôt à une élite de frontières typique de la fin de l'Empire romain, capable d'évoluer entre plusieurs univers politiques et militaires. Très tôt, sa carrière le conduit auprès d'Attila. Il apparaît comme un secrétaire ou un homme de confiance dans l'entourage du roi des Huns au cours des années 440-450. Cette proximité avec Attila n'est pas anecdotique. Elle montre qu'Oreste maîtrise les codes diplomatiques et politiques de son temps et qu'il savait naviguer au plus haut niveau entre les grandes puissances du moment. Après la mort d'Attila en 453 et l'éclatement de l'Empire unique, Oreste revient dans l'orbite romaine. C'est alors qu'il poursuit une carrière militaire et politique qui le mènera au sommet
Le parcours d'Oreste illustre parfaitement la transformation du pouvoir dans l'Antiquité tardive. Les frontières entre Romains et barbares sont alors moins nettes que l'on imagine souvent et ce qui était avant. Les chefs militaires servent tour à tour des autorités différentes, changent d'alliance selon les circonstances, bâtissent leur prestige sur leur capacité à contrôler des hommes armés. Oreste, qui a servi dans l'entourage d'Attila avant de revenir au service de Rome, n'est pas une anomalie, il est le produit d'un système où la compétence militaire, les réseaux personnels et l'accès aux troupes comptent parfois davantage que la légitimité dynastique. Lorsqu'il réapparaît à la tête des forces impériales en Italie, il s'inscrit dans une logique déjà ancienne, celle des généraux qui gouvernent derrière des empereurs fragiles. En ce sens, Oreste ressemble à d'autres faiseurs d'empereurs de la fin de l'Empire. On pense tout de suite à Récimer. Mais à la différence de certains de ses prédécesseurs, il intervient à un moment où les marges de manœuvre de l'État romain occidental sont devenues extrêmement réduites. En 475, Oreste atteint le cœur du pouvoir. Il est alors au service de l'empereur Julius Népo, reconnu comme empereur d'Occident par l'Empire d'Orient. Mais cette position va rapidement se retourner contre l'empereur. À la tête des troupes fédérées, Oreste marche sur Ravenne, qui est alors la capitale effective de l'Empire romain d'Occident. Julius Népo préfère s'enfuir vers la Dalmatie plutôt que d'engager une confrontation risquée. Cette fuite est capitale. Oreste ne détruit pas immédiatement l'ordre impérial, il le vide de son centre. Le trône n'est pas aboli, il est capturé. Oreste choisit alors une solution singulière. Plutôt que de se faire proclamer empereur, il décide de placer sur le trône son propre fils Romulus, bientôt surnommé Augustule, c'est-à-dire Petit Auguste. Ce choix révèle à la fois son ambition et ses limites. Son pouvoir est réel, mais il ne dispose peut-être pas de la légitimité nécessaire pour porter lui-même la pourpre impériale. En plaçant son fils au sommet de l'État, il conserve le contrôle tout en préservant les apparences impériales. Oreste devient donc le véritable maître du régime politique romain, tandis que Romulus Augustule en incarne la façade. C'est l'une des questions les plus intéressantes de cette aventure. Si Oreste détenait l'armée, la capitale et le gouvernement. Mais alors pourquoi ne s'est-il pas proclamé empereur? Plusieurs explications sont possibles. D'abord, dans la culture politique romaine de la fin du 5e siècle, l'empereur ne pouvait pas être un simple chef militaire sans ancrage symbolique. Il fallait encore ménager les élites, les formes institutionnelles et dans une certaine mesure, le regard de l'Empire d'Orient. Ensuite, Oreste pouvait considérer qu'il était plus prudent de gouverner en coulisses. En plaçant son fils sur le trône, il installait une dynastie de fait tout en évitant d'assumer frontalement une usurpation trop visible. Enfin, son parcours personnel d'homme de frontière, ancien serviteur d'Attila, commandant de troupes largement non romaines, pouvait rendre sa propre ascension au titre impérial beaucoup plus contestable. Romulus Augustule servait donc à la fois de paravent politique, de symbole de continuité et de marionnette. Mais cette solution habile à court terme reste néanmoins fragile. Elle repose entièrement sur la fidélité de l'armée. Or, c'est précisément ce soutien qui allait lui manquer quelques mois plus tard. Le régime d'Oreste s'effondre presque aussi rapidement qu'il s'est imposé. La raison principale tient à la question des soldats fédérés. Ces troupes, indispensables à la défense et au contrôle de l'Italie, réclament encore plus de terres. Leur demande n'est pas entièrement nouvelle. Ailleurs dans l'ancien empire d'Occident, des groupes militaires avaient déjà obtenu des installations territoriales en échange de leurs services. Mais cette fois-ci, Oreste refuse. Ce refus peut s'expliquer de plusieurs façons.
Peut-être voulait-il protéger les intérêts des propriétaires italiens. Peut-être cherchait-il à éviter un démantèlement supplémentaire de l'autorité romaine. Peut-être encore n'avait-il tout simplement pas les moyens de satisfaire des revendications aussi lourdes. Car il faut le rappeler que le pouvoir romain n'avait plus que l'Italie. Quoi qu'il en soit, cette décision provoque la rupture. Les soldats se tournent alors vers Odoacre, chef militaire d'origine germanique, qui devient leur porte-parole, puis leur chef politique. En août 476, la révolte éclate. Oreste est capturé près de Pavie après avoir livré une bataille ou une simple escarmouche, et ensuite Oreste est exécuté par Odoacre. Très peu de temps après, Odoacre entre à Ravenne sans aucune résistance et dépose Romulus Augustule. L'épisode est bref, brutal et d'un immense symbole. En l'espace de quelques semaines, celui qui avait fabriqué le dernier empereur d'Occident disparaît et avec lui s'éteint la fiction impériale occidentale. Flavius Oreste n'a régné ni longtemps ni officiellement. Au fond, l'histoire de ce général nous rappelle que les grands basculements historiques ne sont pas toujours l'œuvre de figures officiellement couronnées. Parfois, ceux qui changent le cours du monde sont justement ceux dans l'ombre qui tirent les ficelles jusqu'au moment où l'histoire les emporte à leur tour. En portant son fils au trône, il provoque la dernière séquence impériale de l'Occident romain. En tombant face à Odoacre, il ouvre la voie à un nouvel ordre politique en Italie. Son parcours, de la Pannonie à la cour d'Attila, puis des armées romaines au palais de Ravenne, montre combien la fin de l'Empire romain d'Occident fut une époque de circulation, d'alliances instables et de pouvoirs fragmentés. Si Romulus Augustule est resté dans les mémoires comme le tout dernier empereur romain d'Occident, Oreste mérite d'être vu comme l'un des derniers hommes à avoir tenté de faire fonctionner, par la force et par les apparences, une machine impériale en train de se désagréger. Et c'est précisément pour cela qu'il est fascinant. Il n'est pas seulement un personnage de fin, il est aussi un révélateur de transition entre l'Antiquité romaine et le monde post-romain. Ainsi s'achève notre aventure d'aujourd'hui. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Dans notre prochaine aventure, on partira sur les traces d'un tout dernier espoir de continuer la guerre en 1940. Mais pas depuis n'importe où, depuis la Bretagne. Histoire folle, oui, mais possible ou pas? Vous le découvrirez si vous suivez notre prochaine aventure.